Salut les gens, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Maps to the Stars de David Cronenberg. Alors si vous suivez un peu les épisodes du Fossoyeur de film, vous avez probablement deviné à ce stade que je suis un grand fan de Cronenberg. Cronenberg, pour résumer, c'est un cinéaste qui est avant tout obsédé par une thématique, qui est l'apparition du caché à la surface. Et schématiquement, on peut distinguer deux parties dans la filmographie de Cronenberg, avec deux manières bien distinctes d'aborder cette thématique. La première partie, elle va en gros de la moitié des années 70 jusqu'à la fin des années 90, et elle est très marquée notamment par les genres de l'horreur et du fantastique. C'est surtout cette partie-là qui a fait la renommée du style Cronenberg, avec une approche qui est souvent décrite comme organique, avec une grosse fascination pour l'intérieur des corps, et surtout les transformations improbables de la chair. Et quant à la deuxième partie de filmographie, qui en gros a commencé avec Spider en 2002, elle est marquée par une approche beaucoup plus psychologique, parfois presque abstraite. Et Maps to the Stars arrive pile poil dans cette lignée. En plus, avec ce film, Cronenberg s'attaque à un univers qui a l'air parfait pour son cinéma. C'est l'univers de faux-semblants ultime, Hollywood. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le papier, c'était la combinaison parfaite. Le film promettait de péter des rotules par rangée de 12. Et résultat... Alors oui, le film a des qualités, c'est sûr. Déjà, les acteurs sont excellents. Julianne Moore en tête, vraiment assez incroyable, totalement déchaîné. Son prix d'interprétation à Cannes, elle l'a pas volé, je confirme. L'acteur qui joue le gamin star est aussi ultra crédible en petit con despotique, en mode Geoffrey Baratheon. Mia Wasikowska est nickel comme d'habitude, même si j'ai l'impression qu'elle commence vraiment à s'enfermer dans un certain type de personnage barré. Niveau mise en scène, c'est du quasi irréprochable aussi, avec une bonne dose de trouvailles visuelles super bien foutues, qui arrive à créer à certains moments une ambiance vraiment saisissante. Ça reste du Cronenberg, donc pas de surprise de ce côté-là. Et il y a aussi certains partis pris assez bien vus dans la manière de construire les personnages, et surtout dans la manière d'évoquer les faux semblants dont je parlais. Je pense notamment au brouillage qui est fait entre l'enfance et l'âge adulte, et à ce niveau-là, on a les personnages de Julianne Moore et du gamin qui ont l'air d'être les deux facettes d'une même pièce. D'un côté, on a une adulte qui a 10 ans d'âge mental, et de l'autre, un gamin qui a dû apprendre à jouer au grand. Donc niveau représentation inversée, ça se pose là. Bref, il y a du bon, mais au-delà de ça, j'ai pas réellement compris en fait où Cronenberg essaie d'en venir. Parce que si c'est pour nous dire qu'Hollywood est peuplé de plein d'enfoirés peu fréquentables, j'ai envie de dire... Ouais, enfin, on est déjà au courant, d'autant qu'il y a déjà eu quelques films sur la question. Donc là, qu'est-ce que ça raconte de plus ? Pas grand-chose en fait, et c'est ça le souci. Comme je l'avais dit, le gros point fort de Cronenberg, c'est de faire surgir le cachet à la surface, vraiment décrire ce processus. Et le problème avec Maps to the Stars, c'est que dans la réalité hollywoodienne qui est décrite, le cachet a déjà parasité à la surface. C'est une réalité qui, à la base, est déjà foutue en l'air. Elle est complètement déviante et viciée. Donc il n'y a pas vraiment de processus à documenter. Alors bien sûr, il y a certains trucs qui remontent à la surface dans le film, surtout les secrets des personnages et le refoulé qu'ils n'arrivent pas à gérer. Mais ça relève presque de l'anecdotique, il s'agit uniquement des rebondissements ponctuels du scénario. Le vrai fond du film, c'est l'évocation de l'univers hollywoodien lui-même, qui pour le coup est carrément immuable. Il est ce qu'il est et il continuera à rester exactement comme ça. Et donc, comme Cronenberg n'a pas grand chose à y faire surgir, il se contente de le montrer de manière ultra factuelle, et forcément, ça peut paraître un peu vain. En fait, même les métaphores ont l'air trop littérales dans ce film. Je prends l'exemple de l'intrigue qui tourne autour de l'inceste. J'imagine qu'elle est là pour illustrer tout le côté consanguin à Hollywood. C'est un peu bourrin comme manière d'évoquer le truc, surtout chez Cronenberg qui est généralement plus subtil que ça, mais bon, pourquoi pas ? D'autant que ça renvoie aussi à certaines figures mythologiques, notamment la mythologie grecque avec la famille des Atrides, cette fratrie complètement tarée qui donnait dans le meurtre et dans l'inceste. Donc dans l'idée ça fonctionne, mais ça reste traité de manière un petit peu trop facile et évidente, ce qui peut donner une impression de superficialité. Mais il y a aussi, et surtout, tout l'argument fantastique du film, puisque deux des personnages voient régulièrement des apparitions de fantômes. Au début, on pourrait penser que c'est juste une hallucination de Julianne Moore qui croit voir le spectre de sa mère, mais comme elle n'est pas la seule, et que le gamin voit aussi des fantômes de son côté, ça élimine l'hypothèse psychologique. Pour le coup, c'est vraiment un parti pris fantastique. Ces apparitions, d'une certaine manière, elles sont justifiées, puisqu'elles représentent, encore une fois très littéralement, le retour du refoulé. Mais c'est la manière de les traiter qui pose un peu problème, parce que ce sont des éléments qui sont pas suffisamment développés pour avoir une vraie pertinence dans l'architecture du film. Le retour du refoulé, il y avait plein d'autres manières de l'illustrer, sans faire dans le surnaturel. Mais là, on peut résumer le truc par « pourquoi des fantômes ? » Pourquoi pas ? Et le truc, c'est qu'il faut un peu plus qu'un pourquoi pas pour justifier ce genre de choix de narration. J'adore généralement ce qui relève du fantastique, mais il faut que ça soit justifié. Et là, le versant fantastique du film a l'air totalement gratuit, ce qui lui fait perdre de son impact. Bon, je vais pas non plus être uniquement négatif. Encore une fois, le film a de bonnes choses, et même un Cronenberg mineur, ça reste un Cronenberg qui vaut le détour. Mais si je reste frustré par ce film, c'est surtout par rapport à ce qu'il aurait pu être, vraiment par rapport à son potentiel. En fait, c'est un film qui reste le cul entre deux chaises. Il essaie de faire des trucs audacieux, mais il les pousse pas suffisamment en avant pour leur donner vraiment vie. Dans ces mauvais moments, il a tout simplement l'air de se diriger nulle part en fait, tout en essayant de faire diversion avec des scènes provoques et du name dropping à n'en plus finir. Alors oui, bien sûr, l'errance sans but, ça peut être aussi une fin en soi dans un film, mais là, en dehors de quelques scènes assez réussies avec une ambiance bien lourde et bien irréelle à souhait, globalement, le traitement n'a pas grand chose d'hypnotique.
Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai eu le même problème avec ce film qu'avec The Bling Ring de Sofia Coppola. J'ai l'impression que c'est des œuvres qui veulent dénoncer la vacuité d'un univers, donc qui partent avec de bonnes intentions à la base, mais qui se laissent prendre au piège de leur sujet et au final ne font que décrire le vide au lieu de développer un vrai regard dessus. Bref, peut-être que je suis passé à côté d'une clé de visionnage importante, ce qui aurait donné un sens supplémentaire au film et qui m'aurait permis en tout cas de le voir différemment. Mais à ce stade, voilà pour mon avis sur Maps to the Stars. Si vous voulez voir une critique intéressante du rêve hollywoodien, je vous conseille plutôt de remater Mulholland Drive. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!